Bonjour, ne pouvant pas être présente à cette 12e édition de Planicum, nous avons quand même trouvé ce média pour que je puisse vous donner une courte présentation sur le rétablissement. J'aurais préféré un hologramme, mais c'était pas possible. Mais tout d'abord, qui suis-je? Éléonore Delannoy, manager psychosocial pour le SPF Santé publique. Vous découvrez d'ailleurs en primeur le nouveau logo du SPF Santé publique. Mais si je suis ici, c'est surtout suite à ma collaboration dans la rédaction du livre blanc commandé par la ministre de l'Intérieur, Madame Verlinden. Il m'a donc été demandé de vous donner un petit mot sur la phase de rétablissement suite à une situation d'urgence collective. Mais quel est le contexte belge vis-à-vis du rétablissement? La Belgique a réellement investi dans sa préparation et réflexion pour la phase aiguë. Cependant, j'ai pu constater dans ma pratique de manager psychosocial que la phase de rétablissement était une phase beaucoup plus nébuleuse. Il n'y a d'ailleurs, au moment de l'écriture du livre blanc, que l'article 40 de l'arrêté de 2019 qui traite du sujet. C'est vraiment très peu vis-à-vis de l'ampleur de la tâche. Le rétablissement est un sujet qui me préoccupe donc depuis quelques années. Si on prend l'exemple du transfert de la prise en charge psychosociale des victimes vers les acteurs de la phase post-aiguë, actuellement, en Belgique, il y a un coordinateur psychosocial, donc pour la phase post-aiguë, mais uniquement pour les situations d'infraction judiciaire. Donc, légalement, il n'y a pas de coordinateur pour les situations hors infraction judiciaire, ce qui est totalement aberrant. C'est une des raisons, mais pas la seule, pour laquelle nous avons décidé d'en faire une thématique à part entière dans le livre blanc. La méthodologie de la commission fut assez innovante et mixte. Nous avons eu une quinzaine de réunions de discussion avec les 19 membres. Nous avons eu aussi accès au débriefing des 20 dernières années. De nombreux acteurs d'horizons très différents furent interrogés. Des tables de discussion ont également été organisées, aussi bien pour les représentants des services d'intervention, donc du terrain, que d'autres acteurs comme les bourgmestres, les commissaires d'arrondissement, les coordinateurs planification d'urgence et un acteur qui n'est pas suffisamment concerté, en tout cas à mon goût, c'est les citoyens. Nous avons également eu un séminaire pour nous pousser à réfléchir out of the box et tout ce travail en amont a mené à l'écriture du livre blanc. Pour le rétablissement, comment avons-nous fait évoluer la réflexion? C'est une question qu'on m'a demandé de développer aujourd'hui. Concrètement, certaines réunions de la commission étaient consacrées à des thématiques particulières. Sur base de mon expérience, j'ai introduit celle du rétablissement afin de déterminer un cadre commun avec les membres de la commission. Ensuite, tous les éléments liés au rétablissement ont donc été compilés. Vous voyez ici un extrait du travail en cours, et ce donc afin d'en retirer les éléments congruents. La nécessité d'une préparation et la coordination faisaient directement consensus, mais il n'était pas évident d'en déduire qui en serait responsable, les avis étant très divergents. Nous avons donc fait avancer les propositions et les textes via différents échanges durant lesquels nous parlions surtout des points de divergence, et ce jusqu'au texte final de ce livre blanc. Je ne vous cache pas que ce fut une sacrée aventure, car nous ne partions de rien d'établi en Belgique, ce qui a l'avantage, d'une part, de partir d'une page blanche, mais également de n'avoir aucune route tracée. Donc, parmi les différents thèmes du livre blanc, je vais donc me focaliser sur la partie rétablir, bien que tous ces thèmes soient au final interreliés. Alors pourquoi ce rétablissement n'est-il pas mieux organisé en Belgique? Un frein majeur, c'est la temporalité ou la durée du rétablissement. Les tremblements de terre en Turquie et en Syrie en sont des exemples récents. Le relèvement va prendre des années, voire des dizaines d'années. Il est donc beaucoup plus difficile de percevoir les actions du rétablissement.
ces résultats sont beaucoup moins palpables que les actions qui sont réalisées durant la phase aiguë. J'aurais également pu citer l'exemple des inondations que nous avons connues en juillet 2021. Depuis le début de cette présentation, j'évoque le terme rétablissement. Mais afin que nous ayons un cadre de référence commun, je vous propose ici une définition basée sur plusieurs définitions internationales, adaptée aux considérations belges et cohérente avec la terminologie du livre blanc. Le rétablissement est le processus coordonné d'aide aux personnes et communautés impliquées dans une situation d'urgence collective pour la reconstruction de l'environnement bâti et naturel et pour la restauration et l'amélioration de l'équilibre du bien-être physique et mental, social et économique, tout en visant à mitiger les risques ainsi que créer des communautés résilientes. Nous allons voir maintenant un modèle théorique que nous avons appelé The Snail of Recovery, qui en français signifie l'escargot du rétablissement. Un escargot, justement, pour insister sur l'aspect de la temporalité très lente et très longue du rétablissement. Après l'incident, la phase aiguë est caractérisée par une série d'actions et de missions denses, mais au fur et à mesure des étapes qui suivent cette phase aiguë, la dynamique va progressivement ralentir. Nous avons fait une proposition des différentes étapes et des missions de la phase de rétablissement. Mais attention, nous n'aurons pas forcément les mêmes actions pour toutes les situations d'urgence. Si on prend un attentat terroriste ou une catastrophe naturelle, on peut imaginer notamment toutes les actions de reconstruction du territoire qui seront d'autant plus conséquentes pour les catastrophes naturelles, mais qui seront encore différentes si on prend par exemple le cas d'une catastrophe nucléaire. Sur ce schéma, nous pouvons également voir que les étapes ne se succèdent pas mais qu'elles se superposent. Cet aspect est d'ailleurs illustré par les pointillés de couleur. À ces moments clés, un transfert de gestion des connaissances entre les acteurs doit absolument être organisé. Attention, certains acteurs vont rester durant plusieurs étapes tandis que d'autres ne le seront qu'à une seule. Et finalement, chaque étape doit être préparée, ce qui est illustré par les lignes bleues qui représentent l'idée d'une amélioration continue, c'est-à-dire intégrer les leçons tirées des expériences. C'est d'ailleurs aussi pour cela que nous avons choisi la forme sphérique de l'escargot pour le représenter. La littérature et les experts s'accordent sur le fait que le succès du rétablissement sera directement en fonction de sa préparation. Être préparé, d'accord, mais dans quelle perspective et avec quelle ambition? Le positionnement de la Commission a été de viser non pas un retour à la normale, mais bien de reconstruire en mieux. C'est d'ailleurs le concept du cadre de Sendai de 2015, le BBB, Build Back Better. Toutes les réflexions de la Commission ont donc été menées dans cette philosophie de reconstruire en mieux et de manière plus résiliente. A contrario, ce que l'on a constaté suite aux inondations de 2021, c'est que la phase de rétablissement s'est organisée après. Il n'y a donc pas eu d'anticipation et il a fallu un certain temps pour que ça se mette en place. Si je prends l'exemple du volet psychosocial, lorsque j'ai rejoint la coordination à Liège, après une dizaine de jours, j'ai directement alerté les autorités sur le fait qu'il n'y avait pas de coordinateur psychosocial pour la phase de rétablissement. Il a fallu attendre le début du mois de septembre pour que 2 coordinatrices soient désignées officiellement. Elles n'ont donc pas pu se préparer et n'avaient d'ailleurs au départ aucun plan, aucun budget et elles commençaient avec 1 mois et demi de perdu. On a aussi pu constater que des structures ont été mises en place au pied levé, comme la cellule d'appui fédérale et la plateforme pour la reconstruction, sans pouvoir se préparer non plus à ce travail titanesque. Un autre aspect important, c'est la coordination.
Chaque service, institution, va gérer les missions en fonction de ses compétences. Mais au-delà des compétences, il est important de rassembler les objectifs par cluster. De la même manière, d'ailleurs, de ce qui se fait au niveau international, comme les Nations Unies. Nous avons ici repris en exemple plusieurs modèles de répartition par cluster, comme celui de la cellule d'appui fédéral que vous voyez en première colonne. On retrouve au sein de ces clusters, par exemple, le logement, la sécurisation, la prise en charge psychosociale, les infrastructures, mais il y a d'autres découpages possibles qui nécessitent une préparation préalable avec les acteurs concernés. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est que chacun réalise ses missions dans son coin et de manière non concertée. La coordination de la phase de rétablissement doit être réalisée par une personne compétente au sein d'une structure déterminée. Afin de pouvoir organiser cette préparation et cette coordination, la Commission s'est positionnée sur la désignation de coordinateur rétablissement. Nous étions conscients du fait qu'il y a déjà actuellement des difficultés pour disposer de suffisamment de coordinateurs planification d'urgence. Néanmoins, on ne peut pas avoir d'ambition sans ces coordinateurs rétablissement dédiés à cette mission de très grande ampleur. Sans cet acteur, nous savons que la qualité du rétablissement ne sera pas suffisante. Concrètement, ce coordinateur rétablissement aura pour mission notamment l'aspect planification-préparation. Par exemple, accompagner les communes dans l'intégration des actions locales de rétablissement dans les plans généraux d'urgence et d'intervention, via notamment des actions réflexes, comme organiser une séance d'information pour les victimes et leurs proches, mettre en place un numéro auquel les citoyens peuvent s'adresser au-delà de la période de la phase aiguë. Bref, toute une série d'actions réflexes qui peuvent être préparées à l'avance et qui concernent spécifiquement la phase de rétablissement. Il est important que toutes les actions soient coordonnées au sein d'une structure de coordination où sont représentés les différents services publics et privés impliqués dans le rétablissement. Dès la phase aiguë, le coordinateur rétablissement peut conseiller sur les actions réflexes ou la mise en place d'une cellule rétablissement. Cette cellule pourrait anticiper les actions à venir et les besoins. On peut citer, pour illustrer, toute la problématique de la gestion des dons, de l'aide citoyenne ou encore des problèmes plus spécifiques comme aider les propriétaires à retrouver leurs animaux de compagnie. À la prochaine catastrophe naturelle de grande ampleur, ces problématiques se poseront à nouveau. Le défi est donc de savoir comment allons-nous les gérer et ferons-nous mieux. Pour les situations qui nécessiteront une coordination supralocale, au vu de son ampleur et ou sa complexité, la proposition est de mettre en place un Recovery Management Committee, qu'on a appelé en acronyme le REMACO. Ce comité serait dans un premier temps coordonné par le coordinateur rétablissement, mais cette mission pourrait être transférée à un autre acteur qui serait jugé plus légitime. Ce comité pourrait être positionné à 4 niveaux de gestion différentes. Le niveau communal, provincial, régional. Nous avons intégré le niveau régional au vu de la forte implication des compétences des entités fédérées et des régions. Et finalement, pour une gestion qui nécessiterait un niveau national, nous proposons non pas un comité national, mais bien 3 comités régionaux accompagnés d'une concertation régulière avec les différents présidents de ces comités. Pour mettre en place la coordination rétablissement, il y a lieu de tenir compte de plusieurs principes directeurs. Premièrement, tenir compte du contexte. Quelle était la situation avant la catastrophe? Y a-t-il d'autres enjeux? Quelles sont les caractéristiques de la population impactée? Ensuite, tenir compte de la complexité de cette phase de rétablissement
et donc notamment des différentes étapes que nous avons déjà pu voir et de potentiellement de nombreux acteurs qui seront impliqués tout au long de ce rétablissement. Il y a lieu également de stimuler le soutien communautaire et la résilience en impliquant les citoyens dans certaines décisions, en mettant en place, par exemple, des lieux où ils peuvent échanger. Appuyer les actions par une communication claire et accessible. Ainsi, toutes les personnes n'ont pas forcément accès aux réseaux sociaux ou même Internet. Certaines personnes ne savent pas non plus lire. Il faut donc diversifier la communication et la rendre accessible. Évitez également de multiplier les canaux. Rappelez-vous les difficultés pour les sinistrés des inondations pour s'y retrouver dans les aides et les démarches à réaliser. Concerter les différentes actions avec les citoyens pour répondre au mieux à leurs besoins et pas ceux dont on suppose pour eux. Et évaluer les besoins régulièrement. Si on tient compte d'une phase de rétablissement qui peut s'étaler durant des mois, voire des années, il y a lieu de faire une évaluation régulière des besoins pour pouvoir réadapter les actions, les budgets et les ressources. Finalement, il est conseillé de rester attentif aux obstacles caractéristiques de la phase de rétablissement. Premièrement, l'enjeu contradictoire entre le désir du citoyen de retrouver le plus rapidement possible une normalité en opposition avec le temps nécessaire à la prise de décision politique. Après les inondations, on a vu, par exemple, des gens reconstruire à l'identique ou réinstaller une chaudière dans une cave qui avait été inondée, mais sans pour autant qu'il y ait des mesures qui soient prises pour limiter à l'avenir le risque d'inondation. On peut donc supposer ce qui se passera pour cette chaudière la prochaine fois qu'il y aura des inondations. Un autre obstacle ayant un impact important sur les décisions politiques, c'est l'intérêt médiatique décroissant. Cet intérêt médiatique est très présent durant la phase aiguë, mais va s'atténuer au fur et à mesure du temps. Par contre, la personne chargée de la coordination du rétablissement peut s'appuyer sur les médias pour faire des points de situation réguliers et communiquer la stratégie de rétablissement de manière transparente. Cette bonne utilisation des médias aura pour effet bénéfique d'augmenter la confiance des citoyens et la légitimité des actions. Un autre obstacle est que cette phase de rétablissement arrive temporellement au niveau judiciaire à la recherche éventuelle des responsabilités et peut freiner ainsi la prise de décision politique ainsi que d'autres actions comme les débriefings et les évaluations. Enfin, comme cette phase peut s'étaler sur de longues périodes, on constate un turnover des acteurs avec bien malheureusement souvent une absence de remise-reprise. La nécessité d'une phase de rétablissement doit se poser systématiquement, même si elle est gérée au niveau local. Après l'accident de Strépy-Bracny, pour rappel, la voiture qui a percuté un groupe de Gilles lors du carnaval, il y a eu des actions de rétablissement, principalement sur le volet psychosocial et au niveau local. Mais toutes ces actions nécessitaient une coordination. Toutes ces recommandations que je viens de vous donner aujourd'hui sont évidemment une première pierre à l'édifice, qui devront être améliorées au fur et à mesure des expériences. Le message aujourd'hui est que si nous voulons permettre un rétablissement de qualité, il faut se préparer et investir. En ayant en tête de ne pas viser un retour à la normale, mais bien de reconstruire en mieux, nous pourrions également limiter davantage les conséquences des catastrophes futures. Et je vous laisse sur une chanson, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de l'écouter aujourd'hui ou plus tard, qui traite de la reconstruction de manière optimiste et qui invite à l'action et à la solidarité. Je vous remercie pour votre écoute. It's easy to sail in familiar waters. It's safe and everyone knows the borders. When the wind
it's dark and you reach for